Nicolas Ballas. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nicolas Ballas, vous êtes maître de conférence à l'Université de Montpellier, membre du laboratoire MRM, Montpellier Recherche en Management, auteur régulier, là j'ai trois numéros de la Revue Française de Gestion, dans la Revue Française de Gestion, voilà, donc c'est une bonne manie, publié dans la Revue Française de Gestion. N'est-ce pas? Auteur d'un chapitre, dans l'ouvrage Les grands auteurs aux frontières du management, sur Pierre Bourdieu. Vous aviez commis un papier avec Florence Palpacuer, Université de Montpellier également, intitulé Hégémonie managériale et résistance dans les multinationales. J'ai déjà reçu Florence pour parler de ce papier, où vous mobilisiez le cadre d'Antonio Gramsci. Le texte date de 2009. Gramsci aujourd'hui est dans toutes les têtes. Ça fait 10 ans qu'il est dans toutes les têtes. Et finalement, on n'en parle pas tant que ça en management. C'est paradoxal. On parle beaucoup de Foucault, on parle beaucoup de Derrida, de Deleuze, des postmodernes, enfin tout ce qu'on veut. Mais Gramsci, pas tant que ça. Qu'est-ce qu'il nous apprend, Gramsci? Alors je crois qu'effectivement, le fait que Gramsci ait été relativement peu abordé en management est ce qui nous a en partie inspiré avec Florence pour essayer de découvrir cette terra incognita, et un auteur qui en fait est hyper fécond pour comprendre les dynamiques politiques des organisations ou des secteurs ou territoires dans lesquels elles se trouvent. Alors, ce que nous apprend Gramsci, c'est vaste, mais je crois que ce qui fait l'objet de l'analyse gramscienne, si on peut la qualifier ainsi, c'est de comprendre les probabilités de voir apparaître du changement social. Voilà. Et symétriquement, qu'est-ce qui peut empêcher l'essor d'un changement social? Je crois que c'est sa préoccupation première, et il va construire un appareillage conceptuel extrêmement dense, dans lequel il va mobiliser prioritairement la notion d'hégémonie pour expliquer justement le statu quo, en fait. C'est-à-dire comment expliquer que des groupes sociaux marginalisés, qu'il qualifie de marge de l'histoire, puissent ne pas avoir envie ou ne pas réussir à faire la révolution. Voilà. Et donc il va s'intéresser aux techniques, aux pratiques politiques des groupes dominants qui consistent à empêcher ces transformations sociales. Et je crois que si Gramsci a été remis au goût du jour dans les années 70 par les politistes, et un petit peu plus tard dans d'autres sciences sociales, c'est parce qu'on est dans une période dans laquelle des formes de pouvoir relativement sophistiquées apparaissent et peuvent s'apparenter à cette notion d'hégémonie, c'est-à-dire comment en fait des dispositifs de pouvoir idéologique en fait fabrique de la domination sans avoir l'apparence de le faire. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est intéressant chez Gramsci. C'est ce qui est absolument fascinant. La crise, c'est quand le vieux monde refuse de mourir et c'est quand le nouveau peine à naître. Hein, c'est ça. Et dans cet entre-deux, on voit apparaître des monstres plus ou moins variés. Mauvaise traduction de ma part, mais c'est un peu ça l'idée. La crise, on n'entend que ça. On n'entend que ça. Depuis 2007, on n'entend que ça. On peut peut-être remonter plus loin. Aujourd'hui, pour les chercheurs en management, il y a... Quand vous mettez Gramsci au travail, comme dans ce texte, comment vous faites pour le mettre au travail? Alors, comme je le disais, Gramsci s'intéresse aux dynamiques politiques. Et là, donc, c'était dans les multinationales. C'était dans les multinationales, voilà. C'était une comparaison de deux multinationales différentes qui sont justement exposées à une situation de crise qui est liée à deux décisions de restructuration qui sont prises par les sièges sociaux et qui prennent pour cible certaines usines qui sont menacées de fermeture ou de réduction drastique d'effectifs. Alors, ce qui est intéressant chez Gramsci, notamment au travers de ces deux cas, c'est de montrer que la crise, elle peut jouer en faveur des deux camps, si j'ose dire. C'est-à-dire, elle est souvent orchestrée par le groupe dominant, mais elle peut se retourner contre lui. Et Gramsci a une notion qui a été développée à sa suite, qui est la notion de dislocation, qui permet de montrer comment, à un moment donné, un groupe qui est aux marges de l'histoire peut arrêter de croire au discours qui est produit par le groupe dominant et, de ce fait, voir ce monde, cet univers culturel s'effondrer et donc s'en servir de motivation pour créer des équivalences avec d'autres groupes sociaux afin de créer ce que les néo-gramsciens vont appeler de la contre-hégémonie. Et c'était ça l'objectif de notre analyse, c'était de réfléchir, grâce à Gramsci, à des nouvelles formes de stratégies de résistance qui dépassent les frontières syndicales, qui dépassent les clivages entre managers et managés, entre salariés et ONG, de manière à reconstruire des identités communes au service de certaines causes, au service de certaines formes de résistance. C'était une manière d'introduire aussi Gramsci à la communauté managériale francophone notamment, et d'y voir voilà, tout le potentiel pour analyser de manière plus fine les stratégies politiques des organisations, mais aussi les stratégies de résistance qui viendraient s'opposer à certaines formes de doxa managériale.
On invitera à se reporter au site web de Montpellier Recherche en Management. Vous organisez des journées, voilà, autour de la pensée critique et de l'apport pour les sciences du management. Donc, que tous ceux qui sont intéressés se précipitent à Montpellier. Tout à fait. Ils seront les bienvenus. Merci Nicolas Ballas. Merci Jean-Philippe Denis.